Bonjour, bien-aimé, fidèle de Une parole pour toi. J'espère que je vous ai manqué. Ça fait environ un peu plus de 2 mois que nous avons arrêté et aujourd'hui, nous allons reprendre en ce mercredi de cette dernière semaine du mois de juin. Nous redémarrons. Nous allons reprendre avec un nouveau thème, la gestion des conflits dans le couple. Nous allons en parler durant les semaines à venir et j'espère que vous serez nombreux à regarder, à revenir, même s'il y a cette interruption. J'espère que vous serez nombreux à vous connecter à nouveau pour qu'au cours des prochaines semaines, nous puissions parler de ce thème qui est très important dans la marche, dans la vie des couples, d'une manière générale et des couples chrétiens en particulier. Donc, pour commencer, je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais te bénir, me donne encore en ce midi de pouvoir partager avec tes enfants sur ce thème, la gestion des couples, des conflits dans les couples. Seigneur, tu sais combien ce thème est important. Tu sais la place qu'occupent les conflits dans les couples. Tu sais la place qu'occupe la gestion des conflits dans les couples. Et je prie que cette série d'émissions puisse faire du bien à un couple, puisse faire du bien à une femme, à un homme qui va recevoir de ta part des instructions pour pouvoir mieux faire marcher son couple, mieux agir avec son conjoint et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Oui Seigneur, nous voulons des couples solides, des couples enracinés en toi, enracinés dans ta parole, vivant selon tes principes et tes préceptes. Et aujourd'hui, tu donnes l'occasion à ces couples d'entendre ces choses qui sont parfois basiques, mais que nous avons tant de mal à mettre en œuvre au quotidien dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu utilises ce moment pour parler au cœur de quelqu'un, d'une femme, d'un homme qui est peut-être au bord de la rupture, qui n'en peut plus, pour lui donner de l'espoir, de l'avenir, de l'espérance, pour lui montrer que ses relations conjugales, ses relations maritales peuvent prendre une nouvelle coloration, un autre élan. Que Seigneur, cela serve à ça au nom puissant de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi, guide-moi, utilise ma bouche pour communiquer les paroles, les oracles, les instructions, les outils pour que Seigneur, tes enfants puissent vivre une vie de paix et d'harmonie, que les foyers des chrétiens, bien qu'ils s'appellent foyers, ne soient pas des endroits où c'est la chaleur de l'enfer qui règne, mais c'est la chaleur de l'amour, la chaleur d'une relation harmonieuse qui règne. Béni sois-tu Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons aborder ce thème qui est très important, la gestion des conflits dans le couple. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, nous allons voir essentiellement deux choses. Et ces deux choses s'inscrivent dans un sous-thème que j'ai intitulé la nature des conflits. La nature des conflits. Et nous allons parler d'abord de la définition du conflit. Ensuite, nous allons voir que le conflit est quelque chose de normal dans un couple, dans une relation. C'est normal d'avoir des conflits. Comme on a l'habitude de le dire souvent, même dans la bouche, la langue et les dents souvent entrent en conflit. Mais ce qui est important, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'on ait des conflits. Ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer les conflits qu'on a. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que nous allons nous employer à voir dans les prochaines semaines. La définition du Larousse. Le Larousse dit que le conflit, c'est l'opposition entre deux ou plusieurs personnes qui ont des intérêts ou des opinions divergentes. C'est ça la définition. Opposition entre deux ou plusieurs personnes qui ont des intérêts ou des opinions divergentes. Dans le couple, c'est entre deux personnes. Et c'est souvent des opinions, des intérêts divergents qui font que nous avons des conflits. Et le conflit, il peut être verbal, il peut être physique, il peut être psychologique, il peut être émotionnel.
C'est pas, par exemple, parce que vous n'arrivez pas à vous donner des coups, ce qui n'est pas une bonne chose, que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de conflit. Le conflit peut être verbal, parce que vous échangez des mots et parfois, vous savez que, comme moi, que les mots peuvent avoir une force, une violence qui peut parfois même faire un plus mal que les coups. Il y a aussi le conflit donc, qui peut être physique, qui peut être psychologique. Le fait d'avoir comment je peux dire ça, des atteintes psychologiques qui sont portées à l'autre, c'est un conflit. Le conflit peut aussi être émotionnel. La deuxième chose, c'est que le conflit, il peut être latent, donc caché ou non exprimé. C'est pas parce que on n'échange pas des mots, on ne hausse pas le ton, on ne fait pas preuve de, je sais pas, de virulence, qu'il n'y a pas de conflit. Parfois, les conflits ne sont pas exprimés, ne sont pas visibles, ne sont pas manifestes, mais ce sont des conflits latents, cachés ou non exprimés. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'échange pas des mots, que les voisins ne nous entendent pas, que nos enfants ne nous entendent pas, qu'il n'y a pas forcément de conflit. Mais il y a toujours des conflits, mais la manière de les exprimer peut être différente. Certains sont latents, certains sont cachés. Ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à la définition du conflit. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister dans cette introduction, c'est que, comme je l'ai déjà dit, le conflit est quelque chose de normal. Il est inévitable quand on entretient des relations avec les autres qui est conflit. C'est inévitable. Ce n'est pas quelque chose d'anormal d'avoir un conflit. Et je dirais même que le conflit est nécessaire pour qu'une relation se développe, s'épanouisse, pour qu'une relation soit mise à l'épreuve et résiste à l'épreuve. C'est normal, c'est une bonne chose qu'il y ait des conflits. Pour un couple, c'est important de se confronter. Parce que quand il n'y a pas de conflit, c'est que l'un se résigne, l'un n'exprime pas ce qu'il ressent et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la vie d'une relation. Dans une relation qui est durable, qui se veut durable, il faut qu'il y ait des conflits. Et je vais vous présenter 5 avantages que peut représenter le conflit dans un couple. Le premier avantage, c'est que le conflit permet de se connaître soi-même et de connaître l'autre. Parce que le conflit, ce qu'il fait, c'est que quand on a un conflit, par exemple, avec son conjoint, ça nous permet d'exprimer, de révéler nos besoins, nos valeurs, nos limites, nos émotions. Donc, nos attentes. Donc, c'est une manière pour nous de nous connaître nous-mêmes. S'il n'y avait pas le conflit, on n'allait pas parler de « je ressens ci, je souhaite cela, voilà ce que tu aurais dû faire, voilà ce que tu t'es comporté de telle manière, mais voilà ce que j'aurais souhaité ». S'il n'y a pas de conflit, si on est là, on regarde les choses, ça nous fait mal, et puis on n'exprime pas, on n'en parle pas, on ne discute pas, ça ne permet pas de se connaître. Et aussi, ça ne permet pas de connaître l'autre. C'est quand il y a un conflit qu'on exprime souvent ses attentes. Ce n'est pas que forcément il faut attendre le conflit, mais un des avantages des conflits, c'est qu'ils permettent de se connaître et de connaître l'autre. Parce que l'autre va parler de ses besoins, il va parler de ses attentes, il va parler de ce qu'il attend de la relation, il va parler de du comportement qu'il y a eu, qui ne lui a pas plu, parce que ça ne correspond pas à ce que lui, il attend de la relation. Donc c'est important qu'il y ait des conflits, parce que l'un des avantages des conflits, c'est que ça permet de se connaître soi-même et de connaître l'autre. Le deuxième avantage du conflit, c'est que le conflit permet de se différencier de l'autre. Le conflit met en évidence le fait que nous sommes différents. Nous sommes distincts. Nous sommes des individus distincts. Nous sommes uniques. Chaque individu dans une relation de couple est unique. Il n'y a pas, comme on dit, sont deux.
Il n'y a pas deux comme toi sur la terre. Donc, le conflit permet de mettre en valeur, de mettre en avant, de mettre en évidence cette différence. Et parce que chacun d'entre nous, nous sommes uniques, nous avons notre propre vécu, notre propre histoire, notre propre personnalité. Tout ça, le conflit permet de nous affirmer et de respecter notre identité. Parce que comme je le dis souvent, c'est vrai que la parole de Dieu dit que le mariage, c'est devenir un, mais ce n'est pas deux demi-personnes qui deviennent une personne, mais dans la mathématique de Dieu, c'est une personne entière qui s'unit à une autre personne entière, et au lieu que les deux, ils fassent deux, ils deviennent un. Ça, c'est le mystère de Dieu. Et le mystère de la mathématique de Dieu. Mais c'est 1 plus 1 qui fait 1. Donc, ce n'est pas parce qu'on devient un dans l'union du mariage qu'on perd son caractère distinct. Donc ça, c'est important. Le conflit permet donc de nous affirmer et de faire respecter notre identité. Troisième avantage du conflit, c'est que le conflit permet aussi de se rapprocher. C'est vrai que le conflit permet de se différencier de l'autre, mais le conflit permet aussi de se rapprocher. Parce que ce que le conflit nous invite à faire, c'est à communiquer, à écouter, à dialoguer, à négocier, à chercher des solutions ensemble. Donc, en faisant ce travail de recherche d'un compromis, nous allons y revenir longuement dans les prochaines semaines, en faisant ce travail-là, on se rapproche. Parce qu'on communique, on écoute, on dialogue, on cherche ensemble. On montre qu'on est une équipe. Et cela permet, donc, l'avantage du conflit, c'est qu'il permet de renforcer le lien et la complicité entre deux époux. Encore une fois, lorsque ce conflit-là est géré convenablement. C'est la gestion des conflits. C'est ce que nous allons apprendre dans ce thème. C'est ça qui peut faire qu'un conflit va rapprocher un couple, va renforcer le lien de complicité qu'il y a entre eux. Donc quelque chose au départ qu'on peut regarder comme négatif, parce qu'effectivement il y a des gens qui ont horreur des conflits, il y a des gens qui fuient les conflits parce que c'est dans leur personnalité. Mais il faut apprendre à les affronter parce qu'ils seront là dans la relation et en les gérant correctement, ça renforce le lien et la complicité. Quatrième élément important du conflit et qui est un avantage, c'est que le conflit nous permet de nous remettre en question. Dans le couple, on est comme un miroir l'un pour l'autre. C'est pour ça que le mariage est une école de perfectionnement du caractère, une école de perfectionnement d'une personne. Quand Dieu met deux personnes ensemble dans le cadre d'un couple, c'est pour qu'ils puissent s'aiguiser l'un l'autre. C'est pour qu'ils puissent se faire ressortir le meilleur l'un de l'autre. Et cela, ce n'est pas la remise en question. C'est au travers du conflit que notre conjoint peut nous confronter à nos erreurs, à nos faiblesses, à nos préjugés, à nos habitudes. Et c'est ça qui va faire que, en nous confrontant à ces choses, ça nous permet de nous remettre en question, et ça nous permet de changer, ça nous permet de nous améliorer, et ça nous permet d'évoluer, de changer ce qui doit l'être, ce qui fait qu'on n'est pas enfermé dans une personnalité, on n'est pas enfermé dans un caractère, mais au contraire, le fait d'être confronté à son conjoint, à son regard, à ce qu'il dit, va nous pousser, enfin je l'espère, à nous améliorer, à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et donc, cinquième avantage et dernier, c'est que le conflit permet de se réconcilier avec l'autre. Le conflit, dans sa gestion, offre l'opportunité de pardonner, offre l'opportunité de se demander pardon, offre l'opportunité de se pardonner soi-même. Parce que parfois, dans le cas de conflit, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est se pardonner à soi-même. Mais en ayant une bonne gestion des conflits dans un couple, on peut arriver à se réconcilier avec l'autre, à lui pardonner, à lui demander pardon, à se pardonner soi-même. Et
en fait, c'est comme dans la dynamique du conflit, de la gestion du conflit, il y a une crise. Mais quand on arrive à surmonter cette crise-là, on rentre dans une paix, dans une harmonie qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu ce conflit. Donc, voilà les 5 avantages du conflit qui montrent le caractère normal des conflits dans un couple. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal que d'avoir des conflits. Au contraire, c'est une bonne chose parce que ça permet de se connaître soi-même et de connaître l'autre. Ça permet de se différencier de l'autre. Ça permet de se rapprocher de l'autre. Ça permet de se remettre en question et en fait, ça permet de se réconcilier avec l'autre. Donc, le conflit n'est pas un problème en soi. C'est la manière dont on le gère. Je le répète, parce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est la manière dont on gère le conflit qui peut devenir un problème. Le conflit en lui-même n'est pas un problème. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à gérer les conflits. Parce qu'on peut les gérer d'une manière constructive et donc faire ressortir ces 5 avantages que je viens de partager. Mais on peut aussi le gérer d'une manière qui va détruire la relation. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer les conflits. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait par soi-même. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et encore plus, je dis, souvent quand j'encadre les fiancés, je leur dis, il faut que vous mettez en place une manière que vous allez décider ensemble de régler les conflits qu'il y aura entre vous, que vous mettez en place cette manière-là avant même que vous n'ayez des conflits. C'est important d'apprendre, de mettre en place des techniques, des outils qui vont vous permettre de gérer les conflits d'une manière constructive. Parce qu'il y a des outils. On ne se lève pas comme ça et puis on dit, bon, je sais gérer un conflit d'une manière constructive. Il y a des outils. Et ce sont ces outils-là que nous allons partager. Donc, je voulais insister, je n'en ai pas parlé au départ, mais ça ne concerne pas uniquement les couples. Hein, parce que soit vous êtes marié et ça vous concerne au premier chef parce que vous savez que vous avez des relations parfois difficiles. En tout cas, dès qu'on est marié, pas immédiatement, mais une fois que la lune de miel est finie et qu'on commence un peu à vivre le quotidien, la routine, les conflits viennent. Et il faut apprendre déjà, avant même que le conflit n'arrive, à le gérer. Il faut mettre en place une routine, je dirais, qui vous est propre en tant que couple pour dire, bon, si on a tel problème, voilà comment on va le gérer. On ne va pas commencer à crier, on ne va pas commencer à s'emporter, voilà comment on va faire. Et c'est important. Mais, ça c'est un sujet qui concerne tout le monde. Soit vous êtes en couple et donc il faut apprendre. Soit vous n'êtes pas encore en couple, vous vous apprêtez et là aussi il faut apprendre. Soit vous n'êtes même pas encore peut-être en âge de vous marier ou bien vous n'êtes pas en âge d'avoir, je dirais, des relations qui vont peut-être entraîner des conflits. Mais là aussi, c'est toujours bon de savoir. Et au-delà de tout, c'est vrai que le focus est donné ici sur le couple, mais les règles, les outils qu'on va partager s'appliquent à tous les types de relations qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on va prendre des exemples sur les couples, on va insister sur les problèmes que rencontrent les couples d'une manière générale, mais cela ne veut pas dire que ça ne concerne que les couples. Donc, si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas encore marié, ça vous intéresse également. C'est important d'avoir ces questions-là à l'esprit. Donc, nous avons parlé, pour commencer, donc de la nature du conflit. Et dans cette première partie, nous avons donné la définition. Nous avons également donné pourquoi c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui n'est pas grave, pourvu qu'on sache gérer ces conflits. Dans les quelques minutes qui me restent, je vais parler un peu légèrement
effleurer. La semaine prochaine, nous allons rentrer un peu plus peut-être dans le détail. Mais il est important aussi, dans la nature du conflit, d'identifier, de connaître les sources possibles qui peuvent entraîner des conflits dans le mariage. Les sources possibles de conflits dans le mariage. Il y en a beaucoup, mais là, je vais citer essentiellement les principales sources. La première source, ce sont nos différences. Nous avons vu qu'un des avantages du conflit, c'est qu'il permet d'affirmer son identité, d'affirmer ses différences. C'est sûr que parce qu'on a des différences, cela va entraîner des conflits. Il y a des différences qui sont minimes, il y a des différences qui sont plutôt, comment je peux dire, rigolotes, qui mettent je dirais du piment dans la vie. Par exemple, si on supporte des équipes de football différentes, bon, si on a des goûts culinaires différents, si on aime des couleurs différentes, bon, ça c'est des différences qui peuvent prêter à rigoler souvent, qui ne prêtent pas vraiment conséquence, mais il y a les différences de personnalité qui peuvent créer de véritables soucis dans une relation. Donc, la première grande source de conflit, c'est le fait qu'on est différent. On a des personnalités différentes. Et en règle générale, on ne se marie jamais avec quelqu'un qui a le même caractère que nous, qui a le même tempérament que nous, qui a le même type de personnalité que nous. On se marie avec quelqu'un qui nous challenge, qui nous défie. Comme en général, quelqu'un qui est introverti, donc qui aime rester seul, qui aime, qui est un peu timide, un peu réservé, qui n'est pas très expansif, qui aime les loisirs un peu solitaires. Cette personne-là, elle ne va jamais aller se marier avec quelqu'un qui est exactement comme elle. Elle va aller se marier avec un extraverti. Donc, quelqu'un qui aime le monde, qui aime sortir, qui aime se promener. Donc, vous voyez déjà que dans le choix, parfois de manière instinctive, on choisit quelqu'un qui nous complète, donc qui est différent de nous. Mais ce sont ces mêmes différences-là qui vont créer des conflits par la suite, parce que autant on est ensemble parce qu'on se ressemble quelque part, on a des points communs, on a des points qui nous permettent de bâtir quelque chose, autant les différences nous charment au début, je peux dire, mais après, les différences sont évidemment des sources de conflits dans le couple. Donc le tempérament, la façon d'être et d'agir, la façon de se comporter. Donc il y a les introvertis, les extravertis, il y a les gens qui sont plus rationnels, d'autres qui sont plus émotifs, il y a ceux qui sont organisés, ceux qui sont complètement, je ne vais pas employer le mot, mais vraiment désorganisés, pour ne pas dire bordéliques. Et tout ça, il faut pouvoir gérer parce qu'on a choisi d'être ensemble et il faut gérer ces différences de tempérament. Donc là, la différence de personnalité est je dirais, une des principales sources de conflit, alors que c'est vrai qu'ils peuvent être une richesse parce qu'ils nous apportent de la diversité, de la complémentarité, comme je l'ai dit, mais il y a cet aspect incompréhension et irritation liée au fait que on ne perçoit pas vraiment que l'autre est différent de nous dans sa manière de raisonner, dans sa manière de concevoir les choses, dans sa manière d'appréhender les choses. Voilà. Et ces tempéraments-là peuvent créer des conflits. Si vous n'êtes pas très habitué à cette notion de tempérament différent, allez regarder dans l'historique des capsules, il y a peut-être 1 an, on a fait toute une série sur les tempéraments. Ça pourra vous aider et ça pourrait vous montrer déjà si par exemple vous arrivez à identifier votre tempérament et le tempérament de votre conjoint, ça pourra vous montrer déjà les points sur lesquels il risque d'y avoir des frictions parce que vous n'avez pas la même manière d'agir et de voir les choses.
La deuxième grande source, c'est tout ce qui est différence de goût et d'intérêt. Moi, j'aime la télé, l'autre aime la lecture. Moi, j'aime sortir, aller faire de grandes balades. L'autre, lui, il aime rester à la maison, tranquillement dans son lit. Vous imaginez comment ces différences de goût et d'intérêt peuvent parfois créer de véritables conflits. Par exemple, si on doit choisir d'aller en vacances, il y a un qui aime la montagne, l'autre qui aime la mer. On fait comment? Donc, ça, comme je dis, les différences de goût, d'intérêt peuvent paraître anodins, mais quelque part, ils peuvent devenir des sources de conflits et il faut apprendre à résoudre ces conflits-là pour pouvoir vivre de façon harmonieuse. On ne peut pas partir séparément en vacances parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'on veut faire ensemble. Donc vous voyez que c'est tout ce travail d'identification des sources de conflits et tout ça, ça rentre dans l'apprentissage de la vie commune, du fait qu'il faut s'adapter l'un à l'autre. Troisième grande différence, c'est tout ce qui est différence culturelle, familiale. On vient d'arrière-plans culturels différents, on vient de familles différentes et cela peut créer des conflits. Un exemple, un mari par exemple qui est enfant unique de ses parents, peut-être ses parents eux-mêmes sont des enfants uniques, donc il n'a pas de cousin, il n'a pas d'oncle, il n'a pas de tante. Lui, tout ce qu'il a connu, c'est papa, maman, lui. Un enfant comme ça, il va se marier avec une fille qui, elle, vient d'une famille où ils sont 25 enfants. Chacun a sa mère, etc. Vous voyez que le fait qu'ils ont un vécu familial différent va faire qu'il y aura des conflits inévitablement. Un enfant qui est seul, il sait que là où il a déposé ses affaires, là, il va venir les retrouver là-bas parce qu'il n'y a personne pour les déplacer. Quelqu'un qui a vécu avec ses frères, ses soeurs nombreux, cousins, cousines, c'est que, ton t-shirt là, un autre peut porter, il ne va pas te demander, il va porter, il va sortir. Donc ça, c'est quelque chose auquel tu es habitué. Il peut prendre tes affaires sans te dire. Il peut déplacer les choses sans te dire, mais tu es habitué à ça. Mais ton conjoint qui lui a eu l'habitude d'être seul n'est pas habitué à ça. Ça peut créer des conflits. Parfois, ce sont des différences même, bon, qui sont anodins, mais qui peuvent à la longue vraiment devenir des sources d'irritation. L'histoire de la pâte dentifrice qu'on ne ferme pas, ou bien même les femmes et les hommes. Les hommes, quand tu partages les toilettes avec un homme et qu'il ne soulève pas la lunette avant de faire pipi, par exemple, ça c'est des choses qui paraissent rigolotes comme ça, bon peut-être au début, mais à la longue, qui vont vraiment devenir des sources d'irritation si on ne trouve pas le moyen de les régler. Et nous allons voir comment tout cela peut se faire dans les prochaines semaines. Je vais conclure. Sinon, je suivais. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui par rapport aux sources de conflit. La semaine prochaine, nous allons voir 2 autres sources de conflit et nous allons évoluer dans notre apprentissage de la bonne manière de gérer les conflits. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, donc je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce moment, cette émission, cette première émission, ce premier sous-thème de la série sur la gestion des conflits, où nous avons parlé de la nature des conflits, où nous avons parlé de leur définition, nous avons parlé du fait que c'est normal et que ça peut présenter même des avantages. Et enfin, nous avons parlé des sources des
possible des conflits. Je prie au Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu puisses utiliser tout ce qui a été dit pour continuer à enseigner tes enfants, pour continuer à leur permettre d'appliquer ce qu'ils ont entendu à leur vécu, à leur quotidien, et que véritablement, ce ne soit pas simplement des auditeurs, mais des gens qui mettent en œuvre ce qu'ils entendent, et cela pour que leur foyer soit véritablement des foyers qui t'honorent, où ton nom est glorifié. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce que tu as permis aujourd'hui, et que toute la gloire te revienne. Merci pour ce redémarrage, merci pour tous ceux qui m'aident à faire cette émission, que Seigneur, tu leur donnes tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer, que nous puissions ensemble partager ta parole à tes enfants et aussi à tous ceux qui nous écoutent. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.